L'anime débute avec un jeune homme passionné de jeux vidéo. Un jour, alors qu'il joue à l'un de ses jeux préférés, il est soudainement transporté dans l'univers du jeu. À sa grande surprise, il y rencontre Atto, le personnage qu'il incarnait jusque-là. Atto lui confirme son identité. Il réalise alors qu'il se trouve dans le monde de Vantaria, un jeu de gestion de royaume aux mécaniques complexes qu'il avait l'habitude de jouer depuis son lit d'hôpital. Atto était son personnage préféré. Elle commence à lui parler du roi, ce qui l'amène à se demander s'il n'est pas censé jouer le rôle du roi. Il pense d'abord qu'elle parle du chef de Minogura, mais Atto précise qu'il est le roi Takuta, celui qui a accompli de nombreux exploits en mode cauchemar, avec la civilisation la plus difficile à contrôler, la civilisation de la destruction. Takuta découvre qu'il était le meilleur joueur mondial, en tête du classement. Cela le surprend, et il demande comment elle le sait. Atto lui répond qu'elle se souvient de tout ce qu'il a ordonné durant le jeu. Elle lui rappelle qu'ils ont envahi le monde à plusieurs reprises sans succès, mais qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Takuta lui explique qu'il utilisait ses tactiques parce qu'il voulait devenir aussi fort qu'elle, et il est heureux de pouvoir enfin lui parler. Atto ressent la même chose. Takuta lève les yeux au ciel, admirant le paysage, et demande si c'est elle qui l'a invoqué ici. Elle nie. En observant, elle réalise qu'ils ne sont pas dans le ciel mais probablement dans le monde d'Eternal Nation, un endroit inconnu pour Takuta. Atto se demande si c'est un miracle et lui dit combien elle est heureuse de l'avoir retrouvé. Elle lui demande s'ils peuvent tout recommencer ensemble. Takuta, encore confus, accepte sa proposition. Ils décident de rebâtir un royaume. Comme dans le jeu, Takuta accepte de fonder un royaume avec elle. Elle se présente alors, Atto la gardienne, née d'un gardien destructeur du monde. Elle jure fidélité à roi Takuta, se place sous ses ordres et lui demande de la nommer au rang le plus bas. Takuta est excité. Leur civilisation, Minogura, est la plus maléfique de toutes. Il lui demande alors ce que Minogura doit faire en premier. Ensemble, ils décident de se retirer du monde extérieur et de se cacher. Ensuite, Takuta invoque une créature d'éclaireur, mais son apparence les dégoûte. Takuta comprend que leur civilisation est ancienne, gouvernée par la destruction et le mal, et que chaque décision doit être prise avec prudence. Atto ajoute qu'ils doivent être très discrets, car l'une des règles strictes du jeu au début est de ne pas se faire repérer. Takuta ordonne à l'éclaireur d'explorer les environs. Atto, inquiète, observe l'insecte partir. Takuta réalise qu'il peut-être voir à travers sa vision comme dans le jeu, mais cela coûterait 100 points de magie, ils n'en ont que 100. Créer un avant-poste de base nécessiterait 20 points de magie. Atto trouve que c'est beaucoup. Takuta propose de créer un guerrier, mais ce n'est pas possible pour le moment. Atto lui dit qu'elle se battra si besoin. Takuta apprend qu'Atto peut devenir plus puissante avec le temps, mais son niveau actuel est seulement de 3, ce qui rend Minogura très vulnérable à cette étape. Atto lui demande alors de sourire, et l'insecte continue sa mission d'exploration. Il découvre un territoire essentiellement boisé, sans monstres pour l'instant. Atto pense que c'est suspect. Les forêts sont idéales pour les monstres, mais aucun n'apparaît. Takuta continue d'explorer, espérant trouver une source de nourriture. Atto s'excuse de ne pas être plus utile, mais Takuta lui dit qu'il est juste heureux qu'elle soit à ses côtés. Soudain, un groupe d'elfes noirs apparaît non loin d'eux. C'est un grand groupe. Atto précise que dans les mondes fantasy, les elfes noirs sont souvent neutres, avec une tendance au mal, ce qui pourrait leur être favorable. Takuta s'inquiète. Si c'est bien le monde d'Eternal Nation, la présence d'une autre civilisation si proche serait une menace. Atto propose de fuir, ce que Takuta accepte. Minogura valorise la paix et l'harmonie. Atto aussi pense que la guerre est une barbarie. Il décide donc d'observer les elfes. Si tout tourne mal, ils fuiront. D'autres elfes noirs apparaissent alors, surprenant Takuta et Atto. La scène rappelle à Takuta un souvenir. Ils avaient autrefois erré parmi ces elfes dans une forêt. Leur chef s'appelait Geiya. Ils n'avaient plus de foyer, et leurs enfants souffraient de la faim. Geiya, en voyant la forêt remplie de plantes, pensait qu'elle devait contenir de la nourriture. Mais Emily, une femme du groupe, se souvenait qu'il s'agissait d'une forêt maudite, située aux confins des terres inconnues d'Hydroja. Elle disait y avoir jadis scellé quelque chose d'ancien. Selon elle, cette terre n'abritait plus aucune vie. Mais Geiya ne croyait pas à ces mythes. Il voyait les arbres pousser et voulait garder espoir. Il se répétait qu'il ne devait pas abandonner, car son peuple comptait sur lui. Il ne pouvait les laisser tomber, pas avant de rencontrer Atto et Takuta. De retour dans le présent, lorsqu'il aperçoit Takuta, Geiya le perçoit comme une entité maléfique. Il est pris de peur pour son peuple et ses soldats, et ne veut surtout pas faire de mauvais choix. Geiya s'approche de Takuta et s'agenouille devant lui. Il se présente comme le guerrier en chef du clan Mazram, affilié aux elfes noirs. Il s'excuse d'être entré sans autorisation dans la forêt du roi. Atto trouve cela juste, puisqu'ils ont bien violé ce territoire. Elle lui demande pourquoi ils l'ont fait. Geiya explique que son clan vivait auparavant dans les terres du centre d'Edoragia. Il se sent soulagé d'être écouté, mais Atto l'interrompt,
l'invitant à aller droit au but. Jia finit par avouer qu'ils ont été chassés de leur terre, sans aucun refuge. Il pense qu'embellir la vérité ne sert à rien. Takuta lui demande alors si son peuple est faible physiquement, ce qui choque Jia. Il répond que la persécution qu'ils ont subie a été extrêmement violente. Ils ont fui l'injustice, manqué de nourriture pendant le voyage et ont été traqués sans répit. Ils n'ont rien mangé depuis longtemps. Jia se dit que ce sort est injuste. Tout ce qu'ils veulent, c'est vivre en paix, dans un lieu à eux. Alors, à la surprise générale, Takuta leur tend des pommes. Jia, étonné, lui dit qu'il n'en a jamais vu. Il trouve étrange que Takuta mange devant lui sans partager. Mais ses soldats se jettent sur les pommes et en sont ravis. Takuta leur montre ensuite des pommes d'une autre couleur. Atto pense que Jia devrait remercier le roi pour sa générosité. Jia, ému, parle des enfants et des vieillards de son clan, affamés eux aussi. Il demande s'il peut emporter quelques pommes au lieu de les manger lui-même. Takuta, touché, lui offre alors une grande quantité de nourriture. Jia n'en revient pas. Il repense au fait que leur peuple, les elfes noirs, avait fui la lumière. C'est pourquoi ils vivent dans l'ombre, contrairement aux elfes lumineux. Jusqu'ici, personne ne leur avait tendu la main. Mais Takuta l'a fait. Il leur a donné à manger, en disant que cette nourriture leur appartenait désormais. Les soldats remercient le roi. Jia lui demande son nom, mais Takuta ne répond pas. On se déplace ensuite dans le campement des elfes noirs. Une femme très malade est allongée, tandis que sa fille lui dit que Jia, leur chef, va bientôt revenir avec de la nourriture. Elle est très inquiète pour sa mère. Quand les premiers effluves des pommes parviennent jusqu'à eux, tout le camp se fige, attentif. Jia arrive enfin et annonce à tous qu'il a rapporté beaucoup de nourriture. Il leur demande de se préparer à cuisiner. Les jeunes comme les anciens sont nourris et plongés dans une joie immense. Une elfe demande à Jia d'où vient cette nourriture. Il lui répond vaguement qu'il l'a trouvée quelque part, mais il se souvient intérieurement de Takuta. Alors que les elfes dorment, Jia reste éveillé. Il est rejoint par Moltar, l'aîné du clan. Moltar lui dit que la nourriture apportée est extraordinaire. Il n'en a jamais vu de semblable. Jia est d'accord, il l'a goûtée, et elle était délicieuse. Moltar lui demande ce qui s'est passé exactement. Jia lui avoue qu'il a rencontré des êtres mythiques au cœur de la forêt. Moltar lui demande de quel mythe il s'agit. Jia se souvient qu'Emily avait déjà évoqué une entité scellée dans les terres maudites. Moltar lui demande s'il a rencontré le roi déchu. Il évoque alors des récits anciens. Lorsque le monde atteint un point de saturation, le roi déchu réapparaît, semant le chaos et forçant les peuples à recommencer leur existence. Moltar avoue qu'il ne sait pas si ces histoires sont vraies, mais elles pourraient ne pas être des mensonges. Jia lui demande s'il parle de Takuta. Pourtant, ce dernier ne s'est pas présenté comme tel, bien qu'il ait été suffisamment effrayant pour qu'on lui attribue ce titre. Moltar demande si Jia a discuté avec lui. Jia répond qu'il était incompréhensible, presque au-delà de l'entendement. Une jeune femme était à son service et parlait pour lui. Elle leur a transmis quelques mots du roi. Mais Moltar refuse de croire que ce soit réellement le roi déchu. Pourtant, il reconnaît que cet être n'est pas non plus bienveillant. Jia, dont le ventre est maintenant plein et l'énergie magique revenue, commence à comprendre que cette forêt est anormale. Il aurait dû s'en douter plus tôt. Moltar lui demande s'il a offert quoi que ce soit en échange de la nourriture. En apprenant que ce n'est pas le cas, Moltar s'inquiète. Il reproche à Jia de ne pas avoir agi normalement. Un être maléfique ne donne jamais sans rien attendre en retour. Jia explique qu'il n'a fait que raconter leur histoire à cet homme. Moltar se demande pourquoi une entité maléfique agirait avec compassion. Jia suppose que Takuta a eu pitié d'eux. Il les a couverts de bienveillance, ce qui agace Moltar. Il accuse Jia d'avoir cédé à ce roi et d'être devenu son serviteur, mais Jia le nie. Il dit que son geste n'était qu'un signe de respect. Il insiste, le roi les a sauvés alors qu'ils mouraient de faim. Moltar reste sceptique, rappelant que Takuta est un être maléfique. Mais Jia lui répond qu'ils n'avaient pas le choix. Ils ne peuvent discuter que parce que leurs ventres sont pleins, grâce à ce roi. Jia, troublé, demande alors à Moltar ce qu'il aurait dû faire d'autre. Moltar reste silencieux, incapable de répondre, puis finit par s'excuser. Moltar, en tant que chef spirituel des elfes, annonce qu'il ira négocier avec le roi. Avec le retour sur Takuta et la visite diplomatique des elfes, on retourne auprès de Takuta, où Atto lui demande de s'asseoir correctement. Elle lui reproche d'avoir utilisé une précieuse énergie magique pour nourrir les elfes sans la consulter. Takuta lui explique qu'il avait pitié d'eux,
ce qui irrite Atto. Elle lui rappelle qu'ils venaient à peine de commencer à établir Minogura, et qu'ils ignoraient encore tout de leur environnement. Takuta s'excuse et lui promet que la prochaine fois, il lui demandera toujours son avis. Il ajoute qu'il fera tout ce qu'elle lui demandera, ce qui surprend Atto. Elle lui répond que ce n'est pas nécessaire de faire une telle promesse. Takuta lui dit qu'il a besoin d'elle et s'excuse encore pour sa décision hâtive. Il lui demande même de donner les ordres à sa place. Atto remarque qu'il parle très facilement avec elle, mais devient bloqué dès qu'il doit s'adresser à d'autres. Elle pense qu'il joue le rôle d'un roi sévère, qui déteste les discours inutiles et confie les négociations à ses subordonnés. Takuta réalise qu'il a des difficultés à s'exprimer, ce qui le fait pleurer. Atto en est profondément touché et lui demande d'arrêter de pleurer. Pendant ce temps, Moltar pense que cette générosité du roi, aussi inattendue qu'elle soit, risque d'apporter la destruction à tous, car elle bouleverse l'ordre naturel. Il demande à Geia s'il est prêt à rencontrer à nouveau ce roi mystérieux. Moltar ne sait pas ce que ce roi pourrait exiger en retour. Geia, lui, est convaincu que le roi n'a encore rien réclamé, bien que Moltar le mette en garde. Un être maléfique exige toujours une contrepartie. Mais Geia insiste, ce roi a simplement été compatissant. Il pense que même s'ils quittaient cette forêt, leur vie redeviendrait errance et souffrance. Ce pourrait bien être leur dernière chance. Moltar reste d'accord. Il lui demande de l'accompagner pour rencontrer le roi, car le destin de leur peuple repose entre leurs mains. On revient à Takuta, où son insecte éclaireur revient avec des informations. Atto est en pleine conversation avec lui lorsque l'insecte approche. Il lui raconte ce qu'il a vu, les elfes arrivent. Atto comprend que c'est probablement à cause de la nourriture offerte la veille. Elle pense qu'il ne fallait pas leur donner autant si tôt. Takuta, inquiet, se dit que laisser des peuples étrangers avec des coutumes différentes sur leur territoire pourrait engendrer des conflits. Il pense reprendre la nourriture et partir. Atto lui demande s'il a peur. Takuta avoue qu'il n'aime pas négocier ni parler. Atto lui propose alors de prendre les négociations en charge. Elle explique que cela renforcera son image de roi puissant et respecté. Takuta accepte avec gratitude. Atto lui assure que, quoi qu'il arrive, elle est à son service. Elle craint qu'il la trouve inapte pour ce rôle, mais il a entièrement confiance en elle, ce qui la rend heureuse. Un peu plus tard, Moltar et Geia arrivent devant le roi pour le remercier de la nourriture. Moltar se présente, et Atto remarque qu'il fait preuve du respect attendu. Elle lui demande ce qu'il souhaite exactement, puis le nom du roi pour mieux le connaître. Cela l'agace, mais Takuta donne son accord. Atto annonce alors, solennellement, « Voici le souverain de ce monde, le maître de la destruction, Ira Takutaon, que vous devez désormais appeler roi Takuta. » Moltar est stupéfait. Atto se présente à son tour comme une servante subalterne du roi Takuta, tout en précisant que même elle doit être traitée avec respect. Moltar promet qu'ils graveront leur nom dans la mémoire de leur peuple. Takuta est rassuré. Les choses semblent bien se dérouler. Atto leur donne alors l'autorisation d'emporter la nourriture, car elle ne se conservera pas longtemps. Moltar, reconnaissant, demande comment il peut remercier le prince Takuta. Atto estime qu'ils ne peuvent rien offrir qui satisferait le roi, étant donné leur pauvreté. Moltar tente de répondre, mais Atto ne lui en laisse pas le temps. Elle sent leur hésitation et leur demande directement s'ils préparent quelque chose. Takuta, trouvant que les choses avancent bien, demande à Atto de reprendre la négociation. Il lui chuchote ce qu'il souhaite dire, ce qui irrite Atto. Il est un très mauvais négociateur, selon elle. Elle pense qu'il faut mieux traiter les elfes maintenant pour éviter les problèmes futurs. Takuta, lui, est persuadé qu'ils peuvent bâtir une relation gagnant-gagnant. Atto est surprise par cette ouverture avec la décision cruciale de Takuta. Takuta propose alors une idée audacieuse, accepter une compensation en échange de la générosité qu'il leur a offerte, plutôt que de simplement leur donner de l'aide gratuitement. Cela permettrait aux elfes de se sentir moins redevables et plus confiants dans leurs échanges. Atto annonce alors à Moltar et Geia que le roi Takuta accepte leur offre, et qu'en échange, ils devront lui apporter une contribution significative. Moltar la remercie, mais reste méfiant. Atto comprend que les elfes voient le roi comme une entité ténébreuse et terrifiante, mais il n'ose pas l'admettre ouvertement. Atto commence alors à réfléchir. Qu'ont-ils réellement à offrir en retour ? Elle se tourne vers Takuta pour avoir une directive. Il lui suggère de leur demander quelque chose de simple mais précieux, les guider dans la forêt et leur présenter les autres peuples de la région. Moltar accepta. Il promet de partager toutes les informations qu'il connaît sur le monde extérieur. Atto leur demande alors de quitter la forêt pour honorer leurs promesses. En entendant cela, Geia tremble. Takuta pensait que Geia réagirait plus facilement que Moltar,
Mais c'est l'inverse. Moltar affirme que ce qui rendrait son peuple le plus heureux, ce serait de rester près du roi. Mais Atto leur dit que cela est interdit. Si les elfes veulent protéger leur tribu, ils doivent garder le secret sur ce qui s'est passé. Geia est furieux, mais Moltar le calme. Il faut suivre les ordres du roi. Moltar remercie le roi pour sa bienveillance, et ils prennent congé. Takuta, resté seul, se demande s'il a pris la bonne décision, ou s'il a été trop dur. Il pense qu'il risque maintenant d'être détruit ailleurs, et qu'il doit agir pour changer cela. Il les rappelle et leur pose une question. Pourquoi ne deviendriez-vous pas mes sujets? Les elfes sont choqués. Même Atto est complètement surprise. Elle se tourne vers le. Selon lui, les elfes noirs ne sont pas fondamentalement bons ni mauvais. Mais s'il les accepte comme réfugiés au sein de Minogura, le système du jeu devrait les convertir à son alignement maléfique, comme les autres citoyens. Atto reconnaît que certaines races maléfiques peuvent cohabiter, même si elles sont très différentes des humanoïdes natifs de Minogura. Mais cela comporte des risques de conflits internes. Takuta en est conscient. Il lui demande si elle peut imaginer vivre en paix avec ces elfes, très différents d'elle. Atto avoue que leur apparence est dérangeante sur le plan mental, mais elle reste loyale. Takuta estime qu'ils sont compatibles, et qu'Atto sera d'une aide précieuse si cette intégration se fait. Atto se tourne alors vers les elfes et leur propose une offre officielle. Le roi va fonder une nation ici. Voulez-vous en devenir les citoyens? Vous y trouverez protection et sécurité. Moltar demande ce qu'il adviendra d'eux s'ils acceptent. Atto leur promet le bonheur éternel, mais les prévient. Ils deviendront des êtres maléfiques en rejoignant Minogura. Toutefois, ils sont libres de choisir leur destin. Elle leur dit qu'ils s'amuseront davantage s'ils marchent à leur côté. Ils reprennent la route pour explorer la forêt. Atto demande à Takuta de faire attention en marchant, mais il va bien. Elle pense qu'il faudra un peu de temps pour que les elfes décident de devenir leur sujet. Même si d'autres n'auraient pas hésité, Takuta reste prudent. Il annonce qu'il voit leur campement au loin. À leur arrivée, Moltar demande à tous les elfes de s'agenouiller. Un elfe, en regardant Takuta, s'évanouit immédiatement. Geia ordonne à tous de ne pas regarder le roi directement, tant qu'il n'est pas assis sur son trône royal. Atto confirme que tous les elfes sont là. Elle annonce officiellement que les elfes deviennent désormais citoyens de Minogura. Leur bonheur et leur sécurité sont désormais garantis sous la gouvernance du roi Takuta, où les elfes rejoignent officiellement Minogura, et les premières transformations s'opèrent. Alors que la cérémonie d'adhésion touche à sa fin, Geia se demande, est-ce vraiment tout? Il se souvient qu'on leur avait dit qu'il deviendrait maléfique, mais ne ressent aucun changement physique. Pourtant, peu à peu, il sent la haine monter en lui, une haine profonde envers ceux qui ont brûlé leur terre, persécuté leur peuple et blessé les innocents. Emily ressent la même chose. Mais chez Geia, la colère monte encore plus fort. Takuta s'approche de lui et lui demande comment il se sent. Geia comprend alors, c'est ça, c'est ce que ça fait d'être protégé par quelqu'un. Puis, les elfes s'inclinent tous devant Takuta, les larmes aux yeux. C'est un moment d'émotion, ils pleurent de soulagement, de gratitude et de fierté. Mais rapidement, Takuta découvre un gros problème stratégique. Leur position géographique sur le continent est mauvaise. Il est frustré et montre la carte à Atto. Elle remarque qu'il y a deux grandes nations proches de leur emplacement. La première, le royaume de Qualia, une nation fidèle au bien, dirigée par le peuple d'Arlo. La seconde, le royaume d'Alna, une nation d'elfes lumineux, profondément liée à la nature et aussi alignée sur le bien. Takuta est inquiet. S'ils découvrent leur nation maléfique, ils seront considérés comme une menace immédiate. Atto pense la même chose. Cela pourrait marquer leur fin. Pour l'instant, Minogura n'a pas de puissance militaire suffisante pour résister à l'une ou l'autre de ces puissances. La tension est palpable. Takuta tente de rester positif. Il se dit que tout n'est pas perdu. Une faiblesse historique de Minogura dans le jeu, c'était la recherche technologique. Mais Atto lui rappelle que leurs nouveaux citoyens, les demi-humains, sont globalement stupides, mais ils ont une forte fertilité et une bonne capacité à rester heureux. Takuta pense que les elfes pourront combler cette faiblesse grâce à leur intelligence et à leur savoir. C'est alors qu'un groupe d'elfes revient avec un rapport sur le monde extérieur. Geia annonce qu'il a amené Emily, son assistante, car elle est intelligente et cultivée, avec une bonne connaissance des mythes et des civilisations étrangères. Il pense qu'elle pourrait être très utile pour le royaume. Atto les félicite pour leur travail et annonce que le roi est heureux de leur implication. En récompense, ils seront nommés à des postes clés dans l'administration du royaume de Minogura.
Moltar est nommé responsable des affaires administratives. Grâce à ses connaissances magiques, de grands espoirs sont placés en lui. GIA, quant à lui, reste commandant militaire. Il sera en charge du recrutement et de l'organisation des troupes. GIA accepte avec fierté.